La suite de votre soirée avec les débats de l'entre-deux tours sur France 3 Alsace. Bonsoir et merci à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble encore 1 heure pour 2 débats avec les candidats de vos circonscriptions. Débats à suivre sur France 3 Alsace, mais également sur les ondes de la radio sur France Bleu. Alsace, Mochaya est toujours avec nous et on s'intéresse maintenant à la première circonscription du Haut-Rhin, celle de la région de Colmar. Oui, on va regarder justement les résultats de ce premier tour dans cette première circonscription rhinoise. Laurent Knedig, le candidat Rassemblement National, obtient 34,24% des voix, devant Brigitte Klinkert, députée sortante Renaissance Ensemble, avec 30,4%. Bon score également pour le nouveau Front Populaire, Aïcha Fritsch, qui dépasse les 17%, mais c'est insuffisant pour se maintenir au second tour. Ce sera donc un duel pour le second tour. Et avec nous sur ce plateau, Brigitte Klinkert, députée sortante Renaissance pour Ensemble, bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Knedig, candidat du Rassemblement National, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va tout de suite planter le décor pour cette première circonscription qui regroupe Colmar, Nord et Sud, Neuf-Brisach et Andolsheim. Elle compte 116 000 habitants. Le taux de chômage est de 6,5% et le taux de pauvreté s'élève à 13,7%. Voilà pour cette rapide présentation. On va commencer par la politique. Brigitte Klinkert, à part Olivier Becht, aucun candidat de la majorité présidentielle n'est arrivé en tête en Alsace. Vous-même, vous êtes en ballottage défavorable à Colmar. Chez vous, est-ce que vous payez votre étiquette macroniste ? Alors c'est vrai que c'est une campagne difficile, mais je fais un score de 30% qui, en effet, me met deuxième après le Rassemblement national. Mais 30%, c'est un bon score. Je crois que les citoyens ont bien compris que je souhaite rassembler l'ensemble des démocrates et des républicains, tous ceux qui croient aux valeurs de la République et de la démocratie, contre un candidat qui est parachuté, un candidat de l'extrême droite du Rassemblement national. Vous comptez sur les voix d'Aïcha Fritsch, par exemple, la candidate du nouveau Front populaire qui est arrivée en 3e position dans votre circonscription. Et qui appelle à voter pour vous, d'ailleurs ? Alors, je la remercie d'appeler à voter pour moi. Je souhaite rassembler l'ensemble des démocrates et des républicains. Mon étiquette, c'est moi. Les concitoyens me connaissent. Je suis une élue de proximité. Je suis une élue efficace. Je suis une élue qui connaît le territoire et qui a un bon bilan. Qu'est-ce que vous dites justement à ces électeurs de gauche ? Alors, je leur dis qu'ils me fassent confiance parce que j'ai un bilan dans le domaine de l'économie avec l'implantation de Liber à Namsheim qui va créer 400 emplois. J'ai un bon bilan également dans le domaine de la justice et de la sécurité avec un investissement de l'État de 100 millions d'euros pour la cité judiciaire de Colmar et également un bon bilan dans le domaine de l'environnement et de la protection de la planète avec 50 millions que j'ai réussi à décrocher de l'État pour permettre de dépolluer le Lindane qui se trouve à Colmar-Winsenheim. Laurent Knedig, ce bilan, il ne vous impressionne pas ? Écoutez, l'implantation de Liber, je vais y venir, c'était une bonne chose, mais il y a également des déconvenues économiques considérables qui ont eu lieu dans cette circonscription. Je parle notamment de la quasi-fermeture de Mars Wrigley, à Biesheim, 280 personnes sur le carreau. Depuis quelques années, la production va être délocalisée vers la Russie. Et il se trouve que c'est le résultat d'une politique qui manque de protectionnisme. Un gouvernement protectionniste aurait immédiatement mis dans la balance des menaces de tarifs douaniers sur ces produits pour qu'ils aillent en France, comme l'a fait Donald Trump aux États-Unis. Voilà. Donc, il faut un peu de protectionnisme. Il faut revenir sur les traités de libre-échange pour sauver les places de nos ouvriers. Alors, on va revenir effectivement sur l'emploi. Mais j'aimerais également revenir sur un plan plus politique et plus général. Exactement, sur votre réaction, puisque c'est ce dont vous avez parlé. Oui, j'aimerais revenir sur la stratégie du barrage de Mme Klinkert. Alors, la stratégie du barrage, pour moi, c'est une stratégie complètement hypocrite de la part de Mme Klinkert.
Pourquoi ? J'ai un contre-exemple parfait. Aux élections régionales de 2021, Mme Klinkert était tête de liste. Elle était arrivée à 10% au niveau du Grand Est. Il se trouve qu'à ce moment-là, le Rassemblement national était donné assez favori dans les sondages. Il y avait une possibilité qu'on l'emporte. Et Mme Klinkert, à l'époque, n'a pas fait barrage du tout. Elle s'est maintenue pour sauver sa place et sauver la place de quelques personnes qui étaient avec elle sur la liste. Donc, c'est une attitude complètement hypocrite. Et moi, mon attitude actuellement, c'est faire barrage à la politique macronienne que Mme Klinkert incarne. J'aimerais également revenir sur la politique de gauche, sur l'optique de la gauche, puisque Mme Klinkert va tout simplement s'agréger avec la gauche, sans vergogne, avec la gauche qui veut sortir comment dirais-je, du droit local, avec la gauche qui veut sortir qui veut sortir du droit local. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas d'alliance de gauche pour l'instant. Mon adversaire ne connaît pas les sujets, on le voit bien. Bien sûr que si. Vous voulez recueillir les lois de LFI. Donc, il se trouve que les lois de LFI souhaitent sortir du concordat. Et vous souhaitez vous liguer avec LFI. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous vouliez peut-être répondre, Brigitte Klinkert ? Vous liguer avec et j'en appelle aux électeurs de gauche qui pourront pas voter pour une personne qui a voté la retraite à 64 ans. Moi, tout simplement, la gauche, on va laisser répondre Mme Klinkert. On va juste laisser répondre Mme Klinkert. Moi, tout simplement, je veux rassembler toutes celles et tous ceux qui croient dans les valeurs de la République et de la démocratie. Je voudrais également répondre à mon adversaire qu'on ne voit pas sur le terrain. En 3 semaines et demie de campagne, je l'ai vu une fois dans la circonscription. Personne ne le connaît. Au moins 3 fois. Et puis je voudrais, oui, sur les plateaux de télé et dans des débats, mais pas sur le terrain. D'autre part, je voudrais vous dire, c'est la preuve que vous ne connaissez pas notre territoire, la région de Colmar, notre circonscription, est celle en Alsace qui s'est le plus réindustrialisée depuis 2 ans. Et puis, je parlais tout à l'heure de projets, de cités judiciaires, j'ai parlé de Liber à Namsheim. Eh bien, ces projets risquent d'être remis en question si le Rassemblement national passait. Enfin, on l'a bien compris dans les propos de mon adversaire, il veut refermer les frontières. Ça veut dire que tous les travailleurs transfrontaliers vont devoir faire la queue aux frontières dorénavant pour les contrôles si le Rassemblement national est élu. Donc, ce ne sera pas une refermeture de frontières, évidemment. Il y aura un flux régulier entre l'Allemagne comme avant. Mais avec des contrôles aux frontières. Donc ça veut dire quoi, des douanes, des contrôles aux frontières qui ne vont pas du tout entraver le flux entre nos 2 pays. C'est la fin de l'espace Schengen tel qu'on le connaît actuellement. Une des propositions qui consiste à dire que les gens qui ont obtenu le statut de réfugié politique dans un des pays de Schengen, qui n'aient pas le droit de circuler. Les citoyens des pays de Schengen auront évidemment toujours le droit de circuler librement dans l'espace Schengen. Et les marchandises, parce que l'espace Schengen, c'est aussi... Alors, les marchandises, nous sommes pour des collaborations, pour des traités de libre-échange ou d'échanges restreints, bilatéraux. De pays à pays. Donc, si nous traitons, par exemple, avec l'Allemagne, qui a des conditions relativement similaires aux nôtres, des conditions de normes et des conditions de sociales relativement similaires aux nôtres, ce sera complètement ouvert. Maintenant, si c'est avec la Roumanie où le salaire est de 600 €, je pense qu'il faut également... Donc, ça veut dire des contrôles, des douaniers aux frontières. La Roumanie qui est membre de l'Union européenne... c'est la fin de l'Union européenne La Russie, bien sûr. La Roumanie qui est membre de l'Union européenne, il faudra revoir un certain nombre de clauses. Donc des différences entre les pays au sein même de l'Union européenne. Au sein même de l'Union européenne. Ça, c'est faisable, ça ? On va donc revenir à la période Covid avec des frontières fermées, avec des contrôles. Par ailleurs, on sait que mon adversaire et le Rassemblement national ne veulent pas donner de responsabilité aux binationaux. Eh bien, dans la circonscription, par exemple, il y a une maire, Mme Gilles Köpper-Ritzenthaler, maire de Kuhnheim, qui est franco-allemande. Est-ce que Mme Gilles Köpper-Ritzenthaler pourra rester maire de sa commune ? C'est une citoyenne de l'Union européenne, donc évidemment. Voilà, donc vous faites une distinction. Il y a, pour le pouvoir municipal... Vous faites un tri entre les Français.
Pas du tout. En quelque sorte. Pas du tout. Ceux qui sont français, qui ont la naturalisation française, une fois qu'ils l'ont obtenue, ils seront traités comme tous les autres Français. Donc un binational pourra être maire... J'aimerais revenir à cette histoire de commerce international. Non, mais est-ce qu'on peut juste rapidement répondre à Mme Klinkert? Est-ce qu'elle souhaite que tous les produits agricoles ukrainiens viennent en France sans tarif douanier? Alors ça, il faut le dire à nos agriculteurs, hein, parce qu'ils ne vont pas du tout être d'accord. Madame Klinkert? Moi, j'attends déjà la réponse de M. Gnedin. Alors, on répond sur cette histoire de binationaux. Je n'ai pas eu la réponse. Est-ce que quelqu'un qui a la double nationalité, qui est binational, peut être maire d'une commune? Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bien sûr. Également au niveau, donc on a le droit de vote, les Allemands le droit de vote, les Allemands qui résident chez nous, ou les Britanniques, enfin plus les Britanniques maintenant, ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais les Belges, etc., ceux qui sont dans l'Union européenne, qui résident chez nous, peuvent voter pour les municipales et peuvent voter pour les élections européennes. Donc mais pas pour les élections. Les binationaux franco-Union européenne, ça passe. Ça, c'est OK. Pour les municipales, bien sûr, donc un maire, nous pouvons avoir un maire, bien sûr. Donc, à vous de répondre maintenant, Brigitte Klinkert, sur les droits de douane, si j'ai bien compris, sur les produits importés d'Ukraine. Klinkert soutient l'adhésion de l'Ukraine, même si c'est à long terme. Ouais. Mais donc, on aurait un libre-échange total avec l'Ukraine, et il se trouve que, malheureusement, nos agriculteurs seraient submergés de produits... pas cher. En fait, et vous le savez bien, il faut que l'Ukraine respecte les normes, respecte les règles, qui sont les règles françaises et qui sont les règles européennes. On sait que l'Ukraine, c'est le plus grand marché de céréales de l'Europe. Évidemment, aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, mais demain, lorsque l'Ukraine respectera les critères, et parmi les critères, eh bien, il y a ceux qui concerne le libre-échange dans le domaine de l'économie, eh bien, à ce moment-là, l'Ukraine pourra adhérer. Mais moi, je voudrais quand même dire à nos téléspectateurs que si vous êtes travailleur transfrontalier, eh bien, demain, il y aura de nouveau des contrôles aux douanes si le Rassemblement national est élu. Sans entrave particulière. Mais avec des bouchons. On l'a vu pendant le Covid, quand on n'arrivait plus à aller en Allemagne, il y avait des bouchons. De toute façon, les illégaux, quand ils traversent les frontières, ils ne les traversent pas sur les voies les plus utilisées. On va vérifier, on va faire des vérifications et trouver les endroits où ils traversent et ensuite les appréhender dans ces endroits-là. Il n'y aura pas de retenue significative sur la allez, route. je vous propose d'avancer dans ce débat. Ne cherchez pas à faire peur aux Français. Ne cherchez pas mais c'est la vérité. Je le redis. On va continuer, s'il vous plaît. L'autre jour, s'il vous plaît, parce que sinon, on aura... 10 secondes. J'ai été arrêté sur la frontière allemande, tout simplement parce que Mme Faeser, ministre de l'Intérieur d'Allemagne, a décidé de refaire quelques contrôles sporadiques. Excusez-moi, on ne va pas rester 10 minutes sur cette question. Je vous propose d'avancer. Le sujet de préoccupation numéro 1 des électeurs, c'est le pouvoir d'achat. Et il y a un poste de dépense qui pèse de plus en plus lourd, c'est le logement. Brigitte Klinkert, qu'est-ce que vous proposez pour permettre à davantage de citoyens d'accéder au logement ? C'est effectivement l'une de mes priorités, le logement, parce que logement et travail sont très liés. On a du mal à trouver un travail si on n'a pas de logement, et on a du mal à trouver un logement si on n'a pas de travail. Ça concerne tout le monde, ça concerne en particulier les jeunes, également les classes moyennes. Il y a eu des avancées qui ont été votées fin 2023. La première, et j'en suis à l'origine, c'est le classement de la ville de Colmar en territoire zone tendue. Ça a pour conséquence l'accès à un prêt à taux zéro. Ça a pour conséquence aussi un prix des loyers qui sont encadrés. D'ici la fin de l'année, les prix de ces loyers vont baisser de 10 à 15%, et bien grâce à ce texte que j'ai réussi à faire voter à l'Assemblée nationale. Un encadrement des loyers dans les zones tendues uniquement ? Dans les zones tendues, donc à Colmar, où c'est une zone tendue, et donc une baisse de loyer de 10 à 15% pour les loyers encadrés. Deuxième avancée, qui a également été votée à la fin de l'année dernière, c'est une loi sur la fiscalité des meublés de tourisme, donc des Airbnb, pour justement favoriser le locatif de longue durée. J'ai évidemment voté cette loi. Le Rassemblement national a voté pour. Parce que vous le savez bien, les Airbnb font que les jeunes ou les classes moyennes ont du mal à trouver des logements dans les villes, et notamment en Colmar. Troisième loi, très importante, la loi contre le squat, que nous avons également votée à la fin de l'année dernière, pour accélérer les expulsions
et pour permettre aux propriétaires, et notamment aux petits propriétaires et aux retraités, d'être plus sécurisés par rapport aux locataires. Et puis des propositions, parmi ces propositions, un accès au crédit beaucoup plus facile pour les jeunes et pour les classes moyennes en ce qui concerne le logement. Laurent Knedig, concernant justement les Airbnb, on sait que Colmar est vraiment concerné par ce phénomène du tourisme locatif. Est-ce qu'il faut le réguler ? Oui, bien sûr. Donc, il y a la grande tentation qu'ont les gens de faire du Airbnb, c'est-à-dire de louer des meublés touristiques à des touristes pendant quelques semaines. Et c'est assez lucratif, donc ils ont la grande tentation. Donc, il faut faire des lois qui réduisent cette rentabilité de ce type. Et pour réouvrir la possibilité pour la classe moyenne alsacienne et française de trouver un logement, donc il faut également que accroître cette rentabilité d'une location normale, basique, par rapport à la location touristique. Le maire de Colmar, notamment, a Oui, mais encadré. il y a des bonnes choses qui ont été faites. Il faut continuer et vérifier si effectivement il y a des conséquences positives. Et si ce n'est pas suffisant, il faut monter en puissance dans la législation. Mais le Rassemblement national a voté contre. Laissez-moi terminer, Madame Klinker. Le Rassemblement a voté contre la loi sur la fiscalité des Airbnb. Alors, je ne connais pas les raisons exactes de ce refus à l'époque, mais c'était certainement C'était fin de l'année dernière, il y a 6 mois. Oui. Alors, il faut aussi sécuriser les locations. Les propriétaires ont peur de louer parce qu'il y a souvent des mauvais payeurs dans les loyers. Donc, il faut... C'est la loi que nous avons votée à la fin de l'année aussi. Effectivement, là, vous ne faites pas tout de travers, Madame Klinker. Donc, les assurances, des assurances pour faire en sorte que les loyers soient vraiment payés, pour redonner confiance aux propriétaires, ne pas les accabler. Il faut aussi arrêter un peu cette écologie punitive, parce qu'il y a le fameux DPE, le diagnostic énergétique, qui va avoir un gros impact sur les transactions immobilières. Je crains que beaucoup de logements ne pourront plus être bientôt loués. Et il faut absolument changer la donne. Il faut reflexibiliser tout ça. Il faut reflexibiliser tout ça. Il faut que les gens puissent louer, même si le DPE n'est pas bon, même s'il faut quand même exercer une pression à long terme pour que le DPE... Allez, Madame Klinker, il faut qu'elle puisse répondre également. Je pense en effet qu'il faut, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, simplifier et beaucoup plus de souplesse. Parce que les procédures administratives sont beaucoup trop complexes dans notre pays. Un autre sujet qui concerne la simplification, c'est le tout numérique. Eh bien, beaucoup de nos concitoyens, et moi j'en rencontre énormément sur le terrain pendant cette campagne, me disent qu'ils n'arrivent pas à faire leur déclaration d'impôt sur Internet, à faire les démarches même de base sur Internet. Je pense qu'il faut remettre de l'humain, beaucoup plus d'humain dans notre société. On va passer à présent à un autre sujet important, l'éducation, l'école. Jordan Bardella du Rassemblement national évoque, je cite, un Big Bang de l'autorité à l'école, pas de téléphone, y compris au lycée, l'uniforme de l'école primaire. Laurent Knedig, vous êtes vous-même professeur d'anglais. Le Big Bang de l'autorité, ça passe par quoi concrètement ? Quelles mesures ? Oui, donc effectivement, ce qu'il faut obtenir, c'est que le travail de recherche, le travail intellectuel des élèves se refasse sérieusement, dans la sérénité, dans le calme. Et donc, il est évident qu'on constate la chute du niveau dans les études PISA. Donc, il faut faire en sorte que les élèves puissent travailler dans le calme, que le travail soit fait. Donc, comment ça doit se faire ? Évidemment, les familles dont les enfants sont bien éduqués, ça ne pose pas de problème. Ensuite, il y a les familles qui ont de moins en moins d'autorité sur leurs propres enfants. Et vous avez aussi des familles qui défendent leurs enfants bec et ongles, même s'ils font des bêtises à l'école. Il faut un peu rechanger. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il faut sanctionner ces familles ? Il faut dans une certaine mesure, sanctionner beaucoup plus les perturbateurs. Il faut que les conseils d'administration des établissements trouvent des sanctions franchement dissuasives, beaucoup plus dissuasive. Quel genre de sanction, par exemple, vous pensez à quelque chose en particulier ? Voilà, donc une exclusion ou alors un accompagnement éducatif après 17 heures, quelque chose qui puisse amener
quelque chose de positif au niveau du travail de l'élève et faire en sorte qu'il raisonne et qu'il reprend le vrai travail. Brigitte Klinkert, vous êtes d'accord qu'il faut un big bang de l'autorité à l'école aujourd'hui ? Alors déjà, moi je pense qu'il faut un investissement massif envers les jeunes et pour l'école, parce que les jeunes et l'école, c'est l'avenir de notre nation. Et je me reconnais tout à fait dans ce qu'a fait Gabriel Attal, à savoir un choc des savoirs fondamentaux. Il faut que tous les enfants... C'est une réforme très contestée qui doit arriver à la rentrée. Je le sais, mais moi j'y crois clairement, parce que je siège dans des conseils d'administration de collèges et je vois que beaucoup d'enseignants en fait sont favorables à ces savoirs fondamentaux et à ce choc des savoirs fondamentaux, mais aussi renforcer l'autorité des professeurs. Et c'est bien ce qu'a engagé Gabriel Attal lorsqu'il est ministre de l'Éducation. Et comment on renforce l'autorité des professeurs C'est aussi la fermeté. On a démarré, c'est la fermeté sur la laïcité avec l'interdiction de l'abaya. Ça veut dire que la hiérarchie de l'Éducation nationale soutient et accompagne beaucoup plus que ça n'était le cas jusqu'à présent les enseignants. Dédoublement des classes, ça a déjà été fait, mais il faut encore aller plus loin. Et aller beaucoup plus loin. Alors justement, vous parlez de dédoublement de classe. Aujourd'hui, 1 poste sur 8 n'est pas pourvu au CAPES. Il n'y a pas assez de candidats. Comment comptez-vous dédoubler des classes alors qu'il n'y a pas d'enseignants ? Je pense qu'il faut être là aussi beaucoup plus attractif dans l'éducation nationale, mais ailleurs aussi. Enfin, vous savez que dans tous les domaines, on cherche à recruter et qu'effectivement, dans notre circonscription, le taux de chômage sur Colmar est d'environ 5,5%. Donc, c'est quasiment le plein emploi. Ça veut dire que c'est compliqué aujourd'hui de recruter. Donc, rendre ces métiers plus attractifs. Mais le gouvernement avait promis justement un choc d'attractivité. Voilà. Ça n'a pas suffi. Tant au niveau des salaires, qu'au niveau de l'accompagnement des enseignants, parce que souvent les enseignants se sentent seuls devant leur classe. Je pense justement qu'il faut poursuivre la baisse du nombre d'élèves par classe pour permettre aux élèves de mieux travailler et aux enseignants de mieux les accompagner. Je pense aussi qu'il faut une vraie éducation à la citoyenneté et à la tolérance, au respect de l'autre, puisqu'on voit que malheureusement la délinquance démarre dès le plus jeune âge. Je souhaite aussi qu'on puisse multiplier les bourses au mérite et bien sûr, un sujet qui me tient très à cœur et dans lequel je me suis beaucoup engagée, c'est le développement de l'apprentissage. Vous savez qu'entre 2017 et aujourd'hui, nous sommes passés de 250 000 apprentis à quasiment 1,2 million d'apprentis. Je crois que c'est une chance pour la France d'avoir des jeunes qui font de l'apprentissage et de l'alternance. Nous aimerions également faire en sorte qu'il y ait moins d'hétérogénéité dans les classes. Et donc, pour ce faire, il faut des étapes pendant lesquelles il y a des examens de passage en 6e, avant la 6e. Il faudra qu'il y ait un nouvel examen de passage pour que les enfants puissent aller dans une 6e. Juste avant la 6e. CM2, donc à la fin du CM2, voilà. Et à la fin du CM2, il y aura donc certains enfants qui n'ont pas le niveau, qui iraient en 6e d'adaptation. Et on refait la même opération à la fin de la 3e pour l'entrée en seconde générale. Est-ce que sur le principe, le fait de réduire le brevet nombre doit être des une condition sine qua non pour aller en seconde générale. Il faut durcir le brevet. Et il faut faire en sorte qu'il soit un tout petit peu plus exigeant parce qu'actuellement, le brevet des collèges, vous savez, il y a quelques années encore, dans mon collège, on avait un 72% d'obtention du brevet des collèges. Actuellement, c'est du 95%. C'est pratiquement pour tout le monde. Donc, il faut le rendre un tout petit peu plus exigeant. Et il faut aussi faire en sorte que beaucoup d'élèves de 3e aillent en lycée professionnel et en CFA, parce que nous manquons de gens qui maîtrisent certaines compétences comme plombier, boulanger, etc. Nous manquons beaucoup de ces gens-là, en fait, de la société. Donc, il faut, par exemple, dans un lycée général classique, en seconde, ils sont à 35. Oui. Si on les descend à 28 et qu'on met les 7 autres dans des lycées professionnels, tout le monde serait gagnant, en fait. Allez, je vois que vous reprenez nos propositions, puisque nous avons mis en place et nous continuons à mettre en place des groupes de niveau pour permettre justement aux plus faibles de faire le même programme, mais dans d'autres conditions
que les plus forts. Quand l'hétérogénéité devient trop forte, ça devient l'enfer. Et de dédoubler les classes, d'avoir des classes avec moins d'élèves. Et Madame Klinkert, il y a un autre Donc vous êtes d'accord problème. sur les groupes de niveau, oui. puisque vous dites que les Je pense que c'est une piste à suivre, mais il faut quand même respecter l'autonomie de chaque collège, chaque conseil d'administration et les conseils d'enseignement, parce que j'entends des voix différentes. Il faut que l'enseignant lui-même adhère à ce qui se passe. Et j'aimerais juste terminer sur autre chose. Actuellement, dans les collèges, il y a la philosophie de l'inclusion qui est une bonne chose. Hein. Si quelqu'un est handicapé moteur, il est évident qu'il faut l'inclure dans la salle, si c'est possible. En avance sur votre temps de parole, on n'arrivera pas à terminer. Oui, pour terminer, actuellement, on met des ULIS, on met des gens qui devraient être en IME, on met des gens qui devraient être en ITEP dans les classes et ça, normales. Ce n'est pas bien selon vous. Et les professeurs n'arriveront plus à le gérer. Il faut absolument solutionner ce problème. Laurent Gnedig, on va passer à la suite. Je suis désolée, Madame Klinkert, il faut vraiment qu'on avance. Dernier thème de ce débat, l'économie qu'on entend quand on entend les chefs d'entreprise, les artisans, les petites structures. Ce qui revient, c'est trop de normes, trop de charges, la simplification administrative. C'est le serpent de mer depuis les années 60. Brigitte Klinkert, 41% des petits patrons se disent prêts à voter l'URN. Emmanuel Macron, qui a longtemps été présenté comme le leader, le pro-business, il a perdu la confiance des petits patrons. Eh bien, vous savez, moi, je rencontre tous les jours des artisans, des chefs d'entreprise. Ce sont eux qui créent l'activité, ce sont eux qui créent les emplois. Mais comment vous faites pour les convaincre aujourd'hui ? Et justement, ce sont eux qui créent les emplois et donc le travail. Et le travail, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il faut quand même se dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, 5,5% de chômage dans le bassin d'emploi de Colmar. Ça fait 20 ans que le chômage n'était pas aussi bas en Alsace et dans notre pays. Nous avons créé, avec les chefs d'entreprise, 2 millions d'emplois ces dernières années. 2 millions d'emplois. Et aujourd'hui, nous avons 1,2 million d'apprentis, alors qu'il y a 5 ans, il y en avait 250 000 ou à peine 300 000. Mais vous reconnaissez qu'aujourd'hui, les petits patrons croulent sous la paperasse et c'est ça Oui, tout à fait. Ça fait partie de mes propositions. Mais je voudrais aussi leur rappeler, et c'est ce que je leur dis lorsque je les rencontre, toutes les aides que nous leur avons accordées. Et j'assume le fait de les avoir aidés parce que j'étais au gouvernement à ce moment-là, lors de la période Covid. Les aides pour les boulangers, pour les artisans, pour tous les chefs d'entreprise. Le bouclier tarifaire également sur l'électricité pour les boulangers. Et je sais que M. Gnedig n'est pas de cet avis et n'aurait pas apporté ces aides. On va laisser M. Gnedig répondre parce qu'on est pressé par le temps. Sur mes propositions, peut-être très rapidement. Donc, effectivement, simplifier pour les embauches, pour les investissements. Également, baisser les charges salariales pour que le revenu net se rapproche de plus en plus du revenu brut et qu'il y ait moins de charges pour les entreprises. Rapidement, Laurent Gnedig. Oui, alors il y a d'une part les grosses compagnies du CAC 40, par exemple, pour lesquelles les choses vont très bien. On voit que les dividendes explosent. Alors pour ces grands patrons-là, je pense qu'il faut même les ponctionner un tout petit peu plus si on propose une taxe sur la fortune financière. D'une part. Mais ce qui nous inquiète, nous, c'est les TPE et les PME avec des petits patrons qui souffrent beaucoup. Alors, outre la réduction du prix de l'électricité qu'il faut absolument obtenir grâce à la sortie du système de fixation du prix de l'électricité, on veut baisser des impôts sur la production comme la CVAE. Il faut baisser la CVAE. Laurent Gnedig, je suis désolée, il faut que vous puissiez vous exprimer. Nous allons 40 secondes pour convaincre, sinon on n'aura pas le temps. 40 secondes pour convaincre vos électeurs. Le tirage au sort a donné Laurent Gnedig pour commencer. Oui, donc, chers compatriotes, je m'adresse maintenant aux gens qui restent un peu sceptiques. Avant le vote RN de dimanche, les gens qui sont dans l'antichambre du vote RN et qui ont peur de faire une bêtise parce que apparemment ce serait l'extrême droite qui prend le pouvoir. Nous ne sommes pas l'extrême droite, nous sommes une droite responsable. Alors donnez-nous 5 ans, donnez-nous 7 ans. Et vérifier si, après cette période de 5-7 ans, les chiffres de l'immigration ont baissé, vérifier si les chiffres de réouverture des lits dans les hôpitaux ont augmenté, vérifier si les ratios encadrement dans les EHPAD et les hôpitaux se sont améliorés, vérifier s'il y a eu une stabilisation de la dette. Merci. Le temps imparti est terminé. C'est à vous, Brigitte Klinkert. Chers concitoyens, vous me connaissez, vous connaissez mes valeurs. Je suis une élue de terrain, de proximité qui connaît le territoire. Je veux rassembler autour des valeurs de la République. Je veux protéger notre démocratie.
J'entends la colère qui monte sur la sécurité pour protéger le pouvoir d'achat. Ce sont mes priorités. Je veux l'ordre dans la rue et l'ordre dans les comptes publics. Avec moi, on avancera plus vite sur la sécurité et le pouvoir d'achat, sans laisser tomber la santé, la culture, l'écologie, notre école, nos services publics. Ce dimanche, faites le choix d'une députée de proximité qui protégera les valeurs de notre République dans un avenir qui est incertain. Merci Laurent Gnedig, merci Brigitte Klinkert d'avoir participé à ce débat démocratique. Notre soirée continue pour le 3e et dernier débat. On se retrouve dans quelques secondes avec les candidats de la 9e circonscription du Bas-Rhin. Mouchaya, vous restez bien avec nous? Je reste avec vous. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.